Bonjour, nous voilà encore ensemble pour une vidéo qui cette fois-ci va traiter du chapitre est-ce que la croissance aujourd'hui elle est compatible avec la préservation de l'environnement. Donc encore une fois ça va être des révisions, l'essentiel à savoir sur ce chapitre en 4 objectifs. Premier objectif, qui est aussi une EC1 le jour du bac, c'est être capable de montrer 2 limites écologiques auxquelles se heurte la croissance. On va faire ça en 2 parties. Chaque partie représentera en fait un paragraphe si vous avez à rédiger cette EC1 le jour du bac. Donc voilà, première partie, la croissance produit des externalités négatives qui détruisent l'environnement. D'abord, définissons les termes du sujet. Premièrement, la croissance, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du PIB sur une année. La croissance en France, je vous le rappelle, était de 1,7% l'an dernier. Enfin, qu'est-ce qu'une externalité négative? C'est le fait que l'action, la production, la consommation d'un agent ait des conséquences sur un autre agent, et ce, sans compensation monétaire. Je prends un exemple. L'action d'un agent, prendre la voiture individuelle dans des villes très denses, comme à Paris par exemple. Donc ça, c'est l'action d'un agent. Il prend sa voiture pour aller au travail. Ça a des conséquences sur d'autres agents, par exemple l'ensemble des Parisiens, surmortalité, risque accru de cancer, et pour autant, les conducteurs n'indemnisent pas les individus pour les dommages causés par leur utilisation de la voiture individuelle. Donc ça, c'est une externalité qui est négative. Est-ce que la croissance, de manière générale, donc c'est-à-dire une production toujours de plus en plus importante, donc qui consomme toujours plus de ressources, elle a des conséquences sur l'environnement? Lesquelles? Très simple. Premièrement, la déforestation. Exemple, l'Amazonie. Durant les 2 premières semaines de mai, 7000 terrains de foot ont été détruits dans la forêt amazonienne. Ce qui est genre juste énorme. Le réchauffement climatique. On peut penser là récemment aux températures extrêmes en Inde, qui allaient au-delà de 45 degrés Celsius, ce qui a causé jusqu'à présent 50 morts. On peut penser aussi à la destruction de la biodiversité, où aujourd'hui 80% des insectes ont disparu en Europe. Ou un exemple encore peut-être plus parlant, c'est l'oléoduc Dakota Access Pipeline qui va traverser une réserve indienne, et en fait ça risque d'avoir comme conséquence une pollution de l'eau et aussi une pollution symbolique dans la mesure où en fait, il est censé passer au-dessus de cimetières amérindiens. Voilà, donc là vous avez plusieurs exemples. Donc la croissance a des externalités négatives qu'on vient de voir à l'instant. Deuxième limite de la croissance économique, ce que Hardin appelle la tragédie des biens communs. Un bien commun, c'est un bien qui est non excluable, c'est-à-dire qu'on ne peut exclure personne de l'utilisation de ce bien. Et ce bien est également rival, c'est-à-dire que l'utilisation que fait un individu de ce bien empêche un autre l'utiliser en même temps. En ce sens, c'est un bien non excluable. Pour autant, il est rival, en tout cas les poissons, les réserves halieutiques qui le composent. Si je pêche le poisson, mon voisin ne pourra pas le pêcher. Vous saisissez? Et donc Hardin va faire une théorie à propos de ça. Il utilise l'exemple des pâturages. Les pâturages sont des espaces, par exemple dans les montagnes, que partagent des éleveurs pour faire paître leurs troupeaux, afin qu'ils s'engraissent et afin d'en faire des steaks hachés. La question, c'est quel est le comportement rationnel d'un individu dans ce type de cas? Alors selon Hardin, l'individu rationnel cherche à maximiser son utilité. Or, si l'éleveur décide d'ajouter une bête à son troupeau, elle va donc paître davantage, et donc ce qui va diminuer la quantité de nourriture et d'herbe disponible pour l'ensemble des vaches, sauf que lui, en fait, gagne à faire ça, dans la mesure où finalement, il y tire plus d'avantages que d'inconvénients. Il en tire plus de bénéfices que de coûts. Or, c'est un comportement qui est rationnel selon les économistes néoclassiques. Le problème étant que ce comportement, il est rationnel, on vient de le dire. Donc si ce comportement est rationnel, tous les individus vont adopter ce comportement-là. Et si tous les individus adoptent le même comportement, il y a ce qu'on appelle une surexploitation de la ressource. Donc vous voyez l'image ici, où on voit que quand il y a trop d'individus qui consomment la ressource, alors on a une disparition de
de la ressource. Et donc Hardin propose deux solutions pour gérer ces biens communs. La première, c'est la privatisation, c'est-à-dire qu'on vend des parcelles à chaque éleveur. Et la seconde, c'est la nationalisation, c'est-à-dire que c'est l'État qui va se charger de la gestion de la ressource. Pour autant, une troisième voie a été ouverte par Elinor Ostrom, par des travaux empiriques. Elle a remarqué, elle a mis à jour, elle a mis en lumière le fait que beaucoup d'individus, de tout temps, ont réussi à se coordonner et à gérer des ressources de manière commune, sans pour autant l'intervention ni de l'État, ni du marché. Et donc, finalement, elle offre une troisième voie à cette gestion des biens communs. Deuxième objectif, c'est être capable d'expliquer sous quelles conditions la croissance, elle est soutenable. Qu'est-ce que ça veut dire une croissance soutenable? C'est une croissance qu'on peut maintenir sur le long terme. Et là, on distingue deux approches. Une approche de soutenabilité faible, les contraintes pesant sur la croissance étant faibles, et une approche de soutenabilité forte, les contraintes pesant sur la croissance étant fortes. Donc la première, la soutenabilité faible, elle est défendue par les économistes dits néoclassiques. Donc selon eux, il y a 4 types de capitaux. Le capital naturel, l'ensemble des ressources, pétrole, eau, montagne, etc. Le capital institutionnel, qui est l'ensemble des institutions chargées de réguler les interactions sociales, politiques et économiques. Donc on pense au droit de propriété ou même encore à la démocratie. Le capital physique, qui est l'ensemble des biens de production produits par l'homme. Et enfin, le capital humain, qui est l'ensemble des savoirs et des savoir-faire. Selon ces économistes néoclassiques, selon eux, le capital naturel est un capital qui est remplaçable. On peut remplacer le capital naturel par les autres types de capitaux. L'ensemble de ces capitaux forme ce qu'on appelle le bien-être social. Du moment que le bien-être social ne cesse de croître, peu importe finalement que le capital naturel soit détruit. D'autant plus que le progrès technique permet de plus en plus d'avancer. On peut dépolluer les lacs, réintroduire des espèces, et qui sait, peut-être, dans le futur, tout le CO2 de l'atmosphère. Donc voilà, donc ça c'est la thèse des économistes néoclassiques. Face à eux, il y a ce qu'on appelle les économistes écologistes. Donc comme je vous l'ai dit, soutenabilité forte, contraintes qui pèsent sur la croissance qui sont fortes. Et en effet, selon eux, le capital naturel n'est pas substituable, il n'est pas remplaçable, car les dégâts qui lui sont causés sont irréversibles. Et en fait, aujourd'hui, on en a la preuve. Déforestation, acidification des océans, destruction des paysages, réchauffement climatique, et la liste est encore longue. Donc selon eux, des politiques spécifiques doivent être mises en place pour protéger ce capital naturel qui est indispensable à la vie humaine. Troisième objectif, donc, c'est d'être capable de définir et d'expliquer le concept de développement durable. Alors, le développement durable, c'est une idée du développement qui est prônée par des associations, des responsables politiques, des organisations internationales, et il est défini comme un développement répondant aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Il est basé sur 3 piliers. Un pilier économique, donc une croissance des richesses doit être possible. Un pilier social, donc cette richesse doit être équitablement répartie aujourd'hui entre les individus et aussi entre les générations. Donc enfin, un pilier environnemental, les ressources, la planète doivent être préservées, protégées via des politiques publiques. En fait, on peut dire que le développement durable, c'est une idée de développement. Et quel est le constat aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans cette idée de développement durable-là? Quand on regarde un peu autour de nous, on voit Bolsonaro au Brésil qui accélère la déforestation de la forêt amazonienne, Trump aux États-Unis. Nous en Europe, on réduit nos émissions de CO2, mais au niveau mondial, elles ne sont pas réduites. Quatrième objectif, être capable d'expliquer les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales. On en distingue communément 3, la taxation, la réglementation et le marché des quotas d'émissions. Il y en a d'autres, mais dans le programme, on en voit 3. Premièrement, la taxation, c'est le fait de prélever une taxe. La taxation écologique repose en fait sur le principe de pollueur-payeur. Il y a 2 avantages. Le premier, c'est que la taxe, ça rapporte de l'argent. Donc c'est de l'argent qui peut être réinvesti dans des projets écologiques. Deuxièmement, ça permet
d'internaliser les externalités, c'est-à-dire faire payer aux individus le coût social, le coût pour la société de leur pollution. La Suède, par exemple, s'est dotée d'une taxe carbone à 102 € la tonne de CO2. Et cette taxe carbone, elle est inclue dans tous les produits. Les limites, premièrement, c'est que c'est compliqué d'estimer cette pollution, enfin le coût de cette pollution pour la société. Comment estimer le prix, le coût que ça représente de dépolluer un lac en fait. Et encore plus compliqué, comment estimer le coût d'une pollution si la conséquence de cette pollution, c'est la perte d'une vie humaine. Deuxième instrument, c'est la réglementation. C'est l'ensemble des lois, des règlements, des normes imposées par les pouvoirs publics et c'est très utile notamment pour des pollutions qui sont très nocives comme par exemple le chlorofluorocarbone, autrement appelé CFC, qui était responsable du trou dans la couche d'ozone. Il a été interdit en 1996 et ça a permis en fait de résorber le trou dans la couche d'ozone petit à petit. Or, aujourd'hui, on remarque que ce trou, en fait, ne se résorbe plus. Pourquoi? Or, selon certaines ONG, ce sont des entreprises chinoises qui continuent, en fait, à utiliser ce composant très nocif. La limite de la réglementation, c'est simple, c'est que parfois, ça ne permet pas de tenir compte de la plus ou moins grande difficulté à réduire les émissions. Par exemple, on ne peut pas interdire du jour au lendemain le pétrole. Enfin, troisième élément, le marché des quotas d'émissions. Donc ça, c'est assez simple, finalement, même si vous paraît compliqué parfois. C'est un marché, donc ça dépend de l'offre et de la demande. Donc plus la demande augmente, plus le prix augmente, si l'offre reste constante. En fait, il fonctionne de cette manière-là. D'abord, les pouvoirs publics décident d'allouer un quota d'émissions de CO2 aux différentes entreprises sur le territoire national ou européen. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les entreprises, en fonction de leur pollution de l'année, ont soit un surplus de quotas, soit elles ont un déficit. Et donc, soit elles le vendent, soit elles l'achètent. Je vais faire simple, je vais utiliser un exemple. Admettons que j'ai une entreprise de textile. On m'alloue, on va dire, 100 tonnes de CO2 à émettre par an comme quota. Donc si par exemple j'en émets 110, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir en fait en acheter 10. Parce que finalement on m'a autorisé d'en émettre 100, j'en émets 110, donc il me reste 10, j'ai pollué 10 tonnes de manière entre guillemets illégale, pas vraiment illégale. Bref. Donc je vais acheter ces 10 tonnes. A l'inverse, si je n'émets que 90 tonnes de CO2, ça veut dire que j'ai émis 10 tonnes de moins que que le quota qui m'était initialement alloué. Dans ce cas-là, ces 10 tonnes, soit je les conserve, soit je peux ensuite les vendre sur le marché des quotas. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme un système, parce que c'est un système qui se règle tout seul, que finalement, c'est assez incitatif dans la mesure où ça fonctionne aussi sur le principe du bonus-malus. Une entreprise qui produit en dessous de ses quotas, elle a un bonus, elle produit au-dessus, elle a un malus. Pour autant, pour qu'il soit vraiment efficace, il faudrait que le prix de la tonne soit suffisamment désincitatif. Or aujourd'hui, même le prix de la tonne, il est à 18 € la tonne. Bon, on va pas se voiler la face, c'est pas hyper incitatif. Selon certains économistes, pour qu'il soit incitatif, il faudrait que le prix soit de 40 € la tonne au minimum. Ensuite, le deuxième problème, c'est comme tout marché, qui est peut-être pas assez régulé, il peut être soumis au risque de spéculation. Donc des acteurs qui n'ont aucun intérêt avec ce marché-là, si ce n'est un intérêt financier, vont spéculer, c'est-à-dire acheter pour revendre et faire du bénéfice. Et ça sera toujours au détriment de son bon fonctionnement. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à m'écrire un mail, voilà, pour qu'on voit ensemble. Voilà, bonne révision pour le bac.